Bonsoir, je vous accueille sous le soleil automnal de Washington en direct à l'occasion de l'événement de ce 7 novembre 2000, à savoir l'élection présidentielle américaine. L'enjeu est d'importance, c'est la première puissance mondiale et le suspense est terrible ici car les sondages donnent un score très serré entre les deux candidats, Bush et Gore, nous le verrons dans un instant. Mais auparavant, les autres titres de l'actualité, à savoir tout d'abord en France où plusieurs municipalités auront supprimé la viande de bœuf des cantines scolaires, avec l'intervention du président Jacques Chirac qui a demandé l'interdiction des farines animales dans les plus brefs délais. Inondation en Normandie, tempête dans le sud-ouest, en Grande-Bretagne, les intempéries ont déjà fait 13 morts. Philip Morris et Reynolds accusés, les groupes américains du tabac seraient impliqués dans la contrebande de cigarettes. L'Union européenne porte plainte. Alors le premier à donner l'exemple, ce fut le président actuel, à savoir Bill Clinton, qui à Chappaqua, c'est-à-dire là où avec son épouse ils ont acheté une maison il y a environ un an, afin que Hillary Clinton puisse se présenter au sénatorial, et bien ils ont voté ce matin très tôt, vers 7h45. Il faut savoir qu'il y a 6 heures de décalage, en ce moment il est presque 14 heures pour nous. Ils ont voté très tôt en compagnie de leur fille Chelsea. Madame Hillary Clinton est donnée largement vainqueur pour l'instant de cette sénatoriale à New York. Le déploiement médiatique est intense, c'est assez impressionnant aussi bien ici à Washington que dans toutes les villes des différents États des États-Unis. Et les sondages sont très très serrés. Le dernier donnait plutôt un avantage pour le vote populaire en faveur de Bush, mais d'autres donnent également Gore. On verra car il s'agit de déterminer le nombre de grands électeurs qui éliront donc le président des États-Unis. Les derniers instants de campagne, ça a été un peu fou car Al Gore a travaillé, si j'ose dire, jusqu'à 4 heures du matin. Il s'est rendu en Floride notamment car c'est un État qui donnera 25 grands électeurs pour élire le président des États-Unis. Il a fait 30 heures non-stop avec 6 villes différentes. Il a terminé transpirant à faune et c'était spectaculaire. Quant à M. Bush, eh bien, il est rentré tranquillement chez lui vers minuit à Austin, au Texas. Austin où M. Bush a voté en compagnie de son épouse ce matin également. Il est gouverneur du Texas depuis 5 ans. Le Texas enverra 32 grands électeurs et il y a une ambiance de vote relativement tranquille à Austin, là où se trouvent Maris Burgo et Emmanuel Beck. Margot Fraser fait sa pub devant les bureaux de vote. Candidate pour le poste de shérif à Austin, elle va rester plantée là toute la journée. Ça fait partie du job, nous dit-elle. Mais si les Américains votent aujourd'hui pour leur shérif, leur juge, ils votent surtout pour leur président. 30 ans que ce Texan surveille les opérations de vote dans ce quartier d'Austin et cette élection-là lui rappelle quelque chose. Quand Kennedy est devenu président en 60, c'était aussi serré qu'aujourd'hui. Un scrutin serré qui n'empêche pas George Bush d'être totalement confiant. Et pour voter ce matin dans son fief du Texas, il avait opté pour la tenue décontractée de ceux qui ne doutent pas. Le camp républicain continue quand même aujourd'hui à téléphoner aux électeurs pour leur dire de ne surtout pas oublier de voter. Moi, j'ai pas de doute, ce sera notre prochain président. Les Texans veulent tellement croire à la victoire de leur candidat qu'ils ont prévu ici ce soir une grande fête devant le Capitole. Tout est déjà prêt, mais si George Bush ne l'emporte pas, la déception sera énorme. Et c'est dans un gymnase à Elmwood, dans son état, que Al Gore est allé voter ce matin, en compagnie également de son épouse, Tipper, on le voit, son père était sénateur également de cet état. Vous allez maintenant, avec Dorothée Lyric et Alain Dubert, constater que l'ambiance, là aussi, était plutôt bon enfant à Nashville, dans le Tennessee qui enverra 11 grands électeurs. Nashville, Tennessee, nous sommes dans le fief du candidat démocrate. À l'ouverture des bureaux de vote, ils sont déjà nombreux, la course est serrée et les partisans d'Al Gore ne veulent pas perdre un instant. Al Gore est du Tennessee, donc on le connaît, on sait qui il est. C'est pour ça que je vote pour lui. Moi, je suis plutôt républicaine, mais cette fois, leur programme ne me plaît pas. Je trouve que Bush est trop conservateur. Environ 15% des Américains étaient encore indécis à quelques jours du scrutin. C'est leur choix dans cet étrange isoloir qui va décider de la couleur politique de l'Amérique de demain. Vous choisissez votre candidat, quand vous avez fini, vous appuyez sur ce bouton et vous avez voté.
Jamais depuis 40 ans, une élection présidentielle américaine n'a été aussi disputée et c'est pour cela que les deux camps se préparent à la victoire. Ici, à Nashville, on termine les derniers préparatifs pour fêter Al Gore président. Alors on va donc choisir le président des États-Unis, mais on va choisir également des sénateurs, 33, des représentants à la Chambre des Congrès, des gouverneurs, 11 sur 50, des juges, des shérifs, des procureurs. Mais il y a également 202 référendums. C'est vous dire qu'il est quelquefois un peu difficile de s'y retrouver dans ce système de vote américain que nous détaille maintenant Jérôme Bonny. Les citoyens américains ne votent pas directement pour les candidats à la présidence, mais pour des grands électeurs désignés par les partis politiques. Le premier candidat qui arrivera à 270 grands électeurs deviendra président des États-Unis. Le nombre de grands électeurs varie en fonction de la population de chaque État, allant de 3 dans les États les moins peuplés, en clair sur cette carte, jusqu'à 54 en Californie. Parmi les États les plus peuplés, le résultat est à la fois incertain et crucial en Floride, en Pennsylvanie et dans le Michigan. Les électeurs ne se contentent pas de trouver un nouveau locataire à la Maison-Blanche, ils renouvellent aussi la Chambre des représentants, l'équivalent de l'Assemblée nationale française, et un tiers du Sénat. Bien enracinés au Sénat, les républicains, ici en bleu, pourraient en revanche perdre leur majorité à la Chambre des représentants. Alors Étienne Lénart, il y a surtout une donnée qui nous surprend toujours, c'est que les Américains au fond se déplacent peu pour ces élections très importantes. Absolument, c'est une des maladies de la démocratie américaine. Le vénérable New York Times, le journal de New York, le quotidien, dit même que l'abstention est la véritable honte de l'Amérique. Il faut savoir qu'un seul électeur américain sur deux environ se déplace pour une élection présidentielle, et ce depuis de très nombreuses années. 49% je crois, il y a 4 ans. 49% il y a 4 ans. Il faudra voir aujourd'hui ce que la participation va donner. Ce sera très important parce qu'on sait que les républicains, donc le côté de George Bush, ont tendance à se déplacer beaucoup plus, à voter beaucoup plus facilement. Et si les démocrates ne se déplacent pas pour voter, ce sera très difficile pour M. Gore. Merci beaucoup. Il y aura un suspense que nous verrons tout au long de cette nuit, mais je vous en reparlerai un peu plus tard. Car maintenant, Benoît, c'est à vous pour l'actualité non américaine. Nous nous retrouverons dans une vingtaine de minutes. Merci Claude et à tout à l'heure. L'affaire de la vache folle a pris un tour politique aujourd'hui avec l'intervention de Jacques Chirac. Le chef de l'État refuse tout retard dans l'interdiction des farines animales. Pas question pour lui d'attendre les résultats de l'expertise demandée par Lionel Jospin à l'Agence de sécurité alimentaire. Nous l'écoutons. Dans cette crise, aucun impératif ne peut être placé plus haut que l'exigence de la santé publique. Aucune autre considération ne saurait inspirer l'action des pouvoirs publics. La confiance de nos concitoyens dans la sécurité de leurs aliments et des aliments de leurs enfants doit être rétablie. L'avenir lui-même de la filière bovine est entièrement subordonné à la réponse qui sera apportée à cet impératif majeur de santé publique. Aucune objection économique, aucune contrainte technique ne peuvent être retenues qui seraient contraires à cet impératif. Tout doit donc être mis en œuvre pour parvenir à une sécurité maximale. Les objectifs, je les ai indiqués il y a maintenant 15 jours. Nous devons, sans retard, interdire les farines animales et prendre le cap du dépistage systématique de la maladie, afin de limiter autant qu'il est techniquement possible les risques de contamination. Chacun sait que cela n'ira pas sans difficulté, pour des résultats qui ne peuvent être immédiats. Le risque zéro ne peut être garanti. Si l'on ne peut pas atteindre une sécurité absolue, il faut à tout le moins rechercher un risque absolument minimum. Mes chers compatriotes, je comprends parfaitement vos inquiétudes. Mais il ne faut pas céder à des peurs irrationnelles. Nous devons sortir au plus vite de cette crise. Et nous pouvons le faire en appliquant de la manière la plus rigoureuse le principe de précaution.
Et 2 heures plus tard, cette question était au cœur du débat à l'Assemblée nationale face aux députés de l'opposition qui réclament la création d'une commission d'enquête parlementaire. C'est Lionel Jospin qui a pris la parole. Oui à l'interdiction des farines, a-t-il dit, mais dans les meilleurs délais. Le gouvernement doit d'abord étudier les modalités de cette interdiction. Jeff Wittenberg et Gilles Jacquier. À l'Assemblée aujourd'hui, celui qui pose la première question est non seulement président d'un groupe politique, mais aussi professeur de médecine. La droite en a fait son porte-parole du jour. Les Britanniques ont interdit ces farines pour tous les animaux dès 1996. L'explication du Premier ministre se veut précise, rappelle des mesures déjà prises pour éviter les risques, puis vient la réponse du jour sur les farines animales, dans une certaine tension. Vous n'avez pas besoin de scientifiques pour prendre vos décisions, messieurs, madame. Alors, je recommanderais qu'on ne se fonde pas sur vos prises de position. Le gouvernement a saisi l'AFSA, il étudie les modalités opérationnelles qui permettraient d'interdire dans les meilleurs délais ces farines. Sortis de l'hémicycle, des conseillers du Premier ministre assurent l'explication de texte. Comment en particulier atténuer l'impact des propos de la ministre de la Santé qui a parlé du risque de voir des dizaines de morts à cause de la vache folle. La droite, elle, pendant ce temps, ne fait pas de détails et charge le gouvernement. Chacun sait que nous pouvons déjà interdire les farines animales et ensuite demander aux scientifiques si cette solution était la bonne ou pas. On n'a pas le droit de prendre un risque et la moindre des choses, c'est d'arrêter immédiatement. Réplique de la majorité plurielle, cinglante. Il y a des gens qui à droite sont quand même un peu gonflés, qui gueulaient comme des veaux, pardonnez-moi cette expression, lorsqu'on réclamait avec la Confédération paysanne et les écologistes un autre type d'agriculture. Je pense à M. Jacob, à M. Guillaume, qui ont été patrons du FNSEA et ministres de l'Agriculture et qui encourageaient cette agriculture productiviste dont on savait pertinemment qu'elle nous amènerait dans le mur. Dernier message, adressé cette fois à Jacques Chirac. On a l'habitude des déclarations sur tous les sujets du président de la République. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Lui, il parle, mais il n'a pas à décider ni à agir. Ce n'est pas le cas du gouvernement. Le bœuf n'est plus servi dans un grand nombre de collectivités. La vache folle, elle, reste au menu des polémiques de la classe politique. Alors Gérard Leclerc, Jacques Chirac, comme Lionel Jospin sont d'accord sur le principe d'une interdiction des farines animales, mais pas sur les modalités d'application de cette interdiction, pas sur les délais notamment, avec bien sûr des arrière-pensées politiques. Oui, on peut dire que la maladie de la vache folle a déjà provoqué un accès de fièvre dans la cohabitation. C'est une véritable psychose qui s'est développée dans le pays avec des maires qui interdisent la viande de bœuf dans les cantines scolaires, cela au nom du principe de précaution et en ayant tous bien en tête le précédent tragique du sang contaminé. Alors Jacques Chirac a bien compris cette panique, d'où sa décision de s'adresser solennellement aux Français à midi pour demander l'interdiction pure et simple des farines animales. Une façon, au nom de l'intérêt général, de dicter un peu des instructions au gouvernement. Un gouvernement qui a pu donner le sentiment de tergiverser et de se contredire. C'est Laurent Fabius et Jean Glavany sur les farines animales, ou bien Jean Glavany et Dominique Gillot sur les risques de santé publique. Mais un gouvernement qui veut rester calme. Oui, absolument. Sur le thème, il ne faut céder ni à la panique ni à la démagogie. Alors clairement visé Jacques Chirac, quand Lionel Jospin souligne qu'un homme d'État responsable ne doit pas oublier les difficultés d'une situation. Et puis au-delà des déclarations des ministres où chacun serait dans son rôle, le message du gouvernement est que l'on va vers la suspension des farines animales assez rapidement, mais sans désavouer les scientifiques, en maîtrisant les risques de pollution et puis en aidant les éleveurs. Ce serait une politique réaliste. Merci Gérard. Et puis aux députés et aux maires qui réclament des instructions claires de la part du gouvernement, Jean Glavany répond qu'il ne préconise pas l'interdiction de la viande de bœuf dans les cantines scolaires. Pourtant, toute la journée, la liste des municipalités bannissant le bœuf de leur menu n'a fait que s'allonger. Alors voyons au travers de 2 villes, Bordeaux et Lyon, l'une étant pour l'interdiction et l'autre contre, les arguments des uns et des autres. Éric Perrin et Didier Guyot. Fini la viande de bœuf dans les écoles, les crèches et les clubs seniors de la ville de Bordeaux. Suite aux questions posées sur la côte de bœuf et les viandes travaillées près de l'os, la mairie de Bordeaux a donc opté pour une interdiction provisoire. Dans l'attente d'éléments plus précis sur les possibilités de maladies liées à ces produits-là, et en même temps par rapport, je dirais, à la pression médiatique qui a été celle de ces derniers jours autour de cette maladie et qui visiblement angoisse l'ensemble de la population, je crois qu'il était du devoir du maire de Bordeaux et de notre devoir de lever, dans la mesure du possible, toute inquiétude à ce sujet-là.
Devant le nombre croissant de municipalités qui interdisent le bœuf dans les cantines, certains se demandent si on ne va pas trop loin, si derrière ces décisions ne se cache pas la crainte de poursuites judiciaires. Dans le cas présent, c'est vrai que c'est peut-être un élément qui pousse à prendre cette décision, à rassurer, dans un contexte qui voit aussi s'approcher les élections municipales, disons-le, donc autant d'éléments qui peut-être poussent à des mesures un peu extrêmes. Au menu des cantines lyonnaises, du bœuf braisé, on est loin de la psychose qui semble envahir le pays. Il est vrai qu'ici à Lyon, face au danger de la vache folle, un cahier des charges très strict a été élaboré depuis 1994. Et à la cuisine centrale, on le respecte scrupuleusement. Les viandes de bœuf proviendront d'animaux de race bouchère. L'alimentation des animaux concernés aura été conforme à la réglementation en vigueur. Et les recommandations ne manquent pas. Pas de vaches laitières, que des vaches de plus de 6 ans, toutes nourries au foin et aux protéines végétales. Sans oublier l'exigence d'une traçabilité totale des produits. 14 000 repas sont servis chaque jour, le bœuf est présent une fois par semaine et cela ne changera pas. Il n'y a aucun risque à manger du muscle d'un bovin qui est élevé pour sa viande et uniquement à l'herbe. Donc il n'y a aucun risque. C'est pour ça que nous ne voulons pas nous laisser aller, compte tenu, si vous voulez, de l'encadrement que nous avons mis en place, à un vent de panique, car je crois que nous offrons aux enfants des garanties de sécurité importantes. Et pour ceux qui ont encore des réticences, ils pourront toujours se rattraper sur le fromage. Et les appels à la raison de Jean Glavany ou de Jean Patria, le secrétaire d'État au commerce, n'y changent rien. C'est un vent de panique qui semble souffler sur les élus français sous la pression des parents d'élèves. Alors, qu'en est-il de l'ESB et de sa variante humaine? Que peut-on manger sans risque? Les réponses de Jean-Daniel Flézaquier et de Florent Muller. Ce sont les farines de viande qui sont à l'origine de la contamination des bovins dans les années 80-90. Dans ces farines, on a découvert un élément étrange, le prion infectieux. Ce n'est pas un virus, ni une bactérie, ni une levure, ni un parasite. Cette substance est une protéine avec une forme anormale. Et lorsqu'elle rencontre d'autres prions, aux formes normales, elle est capable de les transformer en prions infectieux à leur tour, qui vont, comme ici, détruire une cellule nerveuse normale pour transformer certaines zones du cerveau en véritables éponges. Mais on trouve du prion ailleurs que dans les tissus nerveux. C'est pour cela que dans les abattoirs, on élimine non seulement le cerveau et la moelle épinière, mais aussi les intestins, la rate ou bien encore le thymus. En revanche, le prion n'a jamais été retrouvé dans la viande, le muscle lui-même, jamais dans le lait, jamais dans l'os à moelle, la moelle jaune du pot-au-feu. Les contrôles mis en place en France depuis quelques années ont fait que tous les tissus à risque ne peuvent plus passer dans l'alimentation. Et pourtant, l'inquiétude des consommateurs va croissant. Je crois qu'il faut se rendre compte que les gens n'ont pas compris que la viande française était actuellement avec une sécurité au maximum. Les gens s'imaginent qu'on peut les empoisonner et ça c'est dramatique parce qu'en fait c'est faux. Dans les années 80, c'est probablement la consommation de produits à risque présents dans des préparations à base de viande qui sont à l'origine des cas humains de l'encéphalopathie spongiforme bovine. On dénombre 85 cas de la nouvelle variante de maladie de Creutzfeldt-Jakob en Grande-Bretagne, 2 cas en France et un 3e probable. Mais la maladie de Creutzfeldt-Jakob n'est pas toujours en relation avec le prion de la vache folle. Il existe une forme dite sporadique qui touche 80 personnes par an en France environ, des personnes généralement âgées de plus de 60 ans. Il y a aussi une forme iatrogène, c'est par exemple celle qui a touché les enfants qui avaient été traités par hormones de croissance d'origine humaine. C'est pour cela que seule l'autopsie permet de savoir de quel type de maladie il s'agit. Et il faudra pouvoir aussi l'expliquer aux familles. C'est maintenant toute une filière qui est menacée, la filière viande. Luc Guyot, le président de la FNSEA, a réuni cet après-midi une cellule de crise à Paris. Il réclame un plan de sauvetage pour l'élevage bovin. Il faut dire que les chiffres annoncés sont inquiétants. L'activité des abattoirs aurait chuté de 30 à 50% et certaines mesures de chômage technique ont déjà été prises. Reportage dans la région d'Angers de Jean-Bernard Schmitt et Nathalie Gallet. Personne. Depuis hier, les outils et machines sont ici à l'arrêt total. Plus de commandes, plus de bêtes à traiter, à découper, et le personnel de l'abattoir en chômage technique. Les 600 bovins hebdomadaires que nous abattons ne seront pas abattus cette semaine sur le site de Chemillé. La conséquence, c'est 120 personnes qui se trouvent chez eux dès la journée du lundi. Même entreprise, autre abattoir, l'un des plus importants de France. Ici, on travaille encore, mais comme presque partout, l'activité a chuté de près de 50% depuis 2 semaines, conséquence de la désaffection pour la viande bovine. Salariés et direction sont inquiets, c'est toute la filière qui est touchée. Qui a 10 abattoirs ne pourra en faire tourner que 5, 6 ou 7.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire encore fermeture de site, Ça veut dire fermeture de site, ça veut dire des conditions plus difficiles pour les gens qui travaillent dans les sites. Les bovins, Stéphane Jamin, lui, en achète et en vend toute l'année. Il est négociant. Aujourd'hui, il rend visite à un éleveur et comme toujours ces temps-ci, il doit avant tout rassurer. Les éleveurs sont inquiets de leurs revenus parce que quand on voit qu'en quelques semaines, la valeur de ces animaux a baissé d'environ 1000 francs, voire plus dans certains cas, ils ont du mal ils se demandent comment ils vont pouvoir joindre les deux bouts, tout simplement. Hein. Diminution des prix et des achats. Dans ce supermarché, les ventes de viande bovine ont chuté de 20%. Les clients se détournent vers d'autres produits. Le porc, par exemple, qui lui, par contre, est en réelle progression. Des produits également tels que la volaille, tels que le rayon poisson, qui sécurisent davantage, je dirais, aujourd'hui le consommateur. Et pour le rassurer encore plus, une seule solution pour l'instant, garantir au maximum l'origine de la viande en vente. Et le ministre de l'Agriculture recevra les représentants des éleveurs au début de la semaine prochaine. Et puis on vient de l'apprendre, la filière bovine française a décidé de retirer de la chaîne alimentaire la viande des bovins nés avant le 15 juillet 1996, date à partir de laquelle des mesures importantes ont été prises pour lutter contre la maladie de la vache folle. Il s'agit bien sûr là encore de rassurer, ça représente 5 à 7% du cheptel français éliminé purement et simplement de la chaîne alimentaire. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur l'affaire de la vache folle. Le reste de l'actualité en France, ce sont d'abord les suites de la tempête. Une personne a été tuée et 5 autres blessés dans le sud-ouest. La région de Pont-Audemer doit faire face à des inondations. Et quant aux 18 Britanniques en perdition sur un voilier dans le golfe de Gascogne, ils ont tous été récupérés sains et saufs. Ersin Lebovitch. Un voilier britannique perdu dans la tempête. C'était hier dans le golfe de Gascogne. Comme eux, 30 plaisanciers malchanceux ont dû être élitreillés dans cette zone à cause du mauvais temps. À terre aussi, les orages ont causé de gros dégâts. Ici, en Charente, il est tombé en 7 jours autant de pluie que durant tout le mois de novembre 99. Les eaux atteignent des niveaux critiques, les routes départementales sont coupées, les champs inondés. Même chose dans le Calvados. Ici, à Pont-l'Évêque, c'est la Touques qui a débordé. Résultat, plus de 30 cm d'eau dans les rues du centre-ville. Les pompiers sont intervenus plus de 100 fois en une seule journée. À Pont-Audemer, près de Rouen, les inondations sont aussi exceptionnelles. 1 mètre d'eau et des coulées de boue ont paralysé la ville. Les pompiers et les habitants essaient de réparer les dégâts. Leur seule crainte, de nouvelles pluies annoncées pour les prochaines heures. En Angleterre, la situation là aussi est plus que difficile depuis une semaine. Le bilan est déjà de 13 morts et l'armée lutte toujours contre la montée des eaux, notamment dans la région d'York où se sont rendus Richard Binet et Michael Barnes. C'est l'heure où le quartier de Lemon Street reprend vie. Toute la journée, les autorités de York ont multiplié les bulletins d'alerte, mais les digues ont tenu. Alors, chacun se retrouve le long de la rivière Ouse pour partager son soulagement. On se sent plus relax. J'espère que tout sera fini ce week-end. Je ne serai jamais tranquille tant que la rivière n'aura pas retrouvé son cours normal. C'est comme si ça faisait des semaines que ça durait. On en a assez. On vient aussi pour soutenir les défenseurs de la digue, les hommes de la sécurité civile qui se relaient en permanence pour évacuer l'eau qui pénètre par les égouts. Ce sont des amis, il y a mon mari et nous ne voulons pas qu'ils attrapent froid. Si la pompe s'arrêtait, c'est tout le quartier qui serait inondé. À York, c'est la 3e alerte depuis une semaine. Toute la journée, les autorités ont tenu les populations informées minute par minute et à cette heure, c'est le soulagement. Même si ici, on souhaite voir les eaux se retirer au plus vite. Ces premières images des restes du Concorde accidenté le 25 juillet dernier sur Gonesse. Les enquêteurs ont déjà reconstitué 40 à 50% de l'appareil. Un travail minutieux qui vise bien sûr à mieux comprendre les circonstances de cette catastrophe qui avait fait 113 morts. Et puis au large de Cherbourg, le navire allemand le Neuwerk a procédé au premier prélèvement à l'aplomb de l'épave du Yevolison. Rien d'anormal n'a été décelé dans l'air. En revanche, il y a toujours des traces de fuite. Jean-Claude Guessot, le ministre des Transports, annonce qu'il va proposer à l'Europe d'interdire purement et simplement la navigation dans le rail d'Ouessant par temps de tempête. L'actualité politique en France est aussi le sommet de la gauche plurielle, un sommet qui a failli ne pas avoir lieu compte tenu des tiraillements de ces derniers mois, mais un sommet auquel tout le monde se félicite d'avoir participé. Alban Mikosi et Jean-François Chevet.
La voici donc la belle image que les responsables des composantes de la gauche plurielle voulaient afficher. Celle des 5 familles, certes différentes, mais qui peuvent marcher dans le même sens. Car ici, rien n'est improvisé. Ce sommet a été préparé avec minutie. Chaque parti a vu certaines de ses propositions retenues. Bref, l'échange se veut fécond et équilibré. Voilà qui surprendrait presque les Verts. Il faut que ça continue parce qu'on ne rattrape pas en aussi peu de temps 3 ans de non-travail collectif. Je parle des 5 partis confondus. Après 40 mois de gestion commune, des hauts et des bas, les partis de gauche ont décidé de s'écouter pour mieux influencer les choix du gouvernement. Le rôle des partis, c'est pas de jouer de la trompette, c'est pas de faire de l'incantation, c'est de faire des propositions. Alors, parmi les propositions que le gouvernement devrait valider à la fin de l'année, une revalorisation de 300 à 500 francs par mois des minima sociaux et des petites retraites. Début 2001, une progression du SMIC proportionnelle à la croissance de l'économie. Voilà qui satisfait les communistes. Je crois que par rapport à une droite atomisée, convulsive, la gauche donne une image constructive et c'est ce que nous voulions aujourd'hui. Bref, tout le monde est content, les pros et les anti-nucléaires auront leur grand débat sur l'énergie. Et si une délégation de sans-papiers ne s'était invitée au débat, on aurait presque oublié qu'une demi-douzaine de sujets qui fâchent seront abordés une autre fois. Les municipales à Paris, alors que Jean Tibéry annonce qu'il demande à être reçu par Jacques Chirac, l'Élysée fait savoir ce soir que la présidence de la République ne recevra aucun candidat aux municipales. Une bonne nouvelle pour les sans-nous, ceux qui refusent d'être les derniers à faire leur service militaire. Alain Richard a annoncé que ceux qui auraient trouvé un emploi pourraient bénéficier d'une libération anticipée après seulement 8 mois de service au lieu des 10 habituels. Quant à ceux qui iront jusqu'au bout des 10 mois, ils toucheront une prime de 4 000 francs. Une nouvelle attaque contre l'industrie du tabac aux États-Unis. Cette fois, c'est l'Union européenne elle-même qui porte plainte contre 2 géants américains du tabac en estimant qu'ils participent à la contrebande de cigarettes. Marcel Triat et Alain Dubas. Une véritable chasse à courre qui se joue chaque nuit en pleine mer Adriatique. Lancée à plus de 120 km/h, la vedette des contrebandiers parvient à échapper à celle des douaniers italiens. Mais les marins de la mafia ont dû jeter par-dessus bord leur cargaison qui sera récupérée par les douaniers. Ce sont parfois des contrefaçons, mais le plus souvent d'authentiques Marlboro ou Winston produites par les géants américains Philip Morris ou Reynolds. La réplique de Bruxelles vient de tomber. Le commissaire européen au budget, Michael Schreier, annonce le dépôt à New York d'un recours contre les 2 cigarettiers en raison de leur implication dans la contrebande de cigarettes dans l'Union européenne. D'après la plainte, Philip Morris et Reynolds vendraient sciemment des tonnes de cigarettes à des sociétés écrans qui les expédient en Europe de l'Est. On les retrouve ensuite au Monténégro, où elles s'entassent au grand jour sur le port de Bar. De là, les vedettes de la mafia des Pouilles transfèrent les cartons vers les criques de la côte italienne. Puis, la marchandise inonde toute l'Europe. Taux minimum des taxes imposées par l'Union européenne sur le prix de vente des cigarettes, 70%. La contrebande permet donc d'engranger des profits colossaux, tout en proposant sur les marchés européens des cigarettes à des prix attractifs, même pour les jeunes fumeurs. Les pertes, pour les pays européens, se chiffrent en dizaines de milliards de francs. Un dernier mot avant de repartir à Washington. En Angleterre, l'incertitude après la terrible opération tentée pour séparer les 2 sœurs siamoises. On sait déjà que Marie est morte, ce qui était inévitable. En revanche, l'état de santé de sa petite sœur Jodie reste critique. Voilà, nous retrouvons Claude Sérillon à Washington. Merci Benoît pour cette actualité. L'actualité américaine, c'est évidemment l'élection présidentielle. On est à mi-journée à peu près des votes des Américains. 2 préoccupations essentielles dans le débat, elles concernent l'éducation et la santé. Quand on sait que 44 millions d'Américains n'ont pas de couverture maladie, c'est-à-dire un tiers de plus qu'il y a 10 ans, on mesure toute l'inquiétude que cela peut avoir dans les milieux les plus démunis. Tenez, quand on va à l'hôpital, vaut mieux avoir soit sa carte d'assurance, soit sa carte de crédit. Et puis il y a une grosse préoccupation, c'est de trouver des médicaments moins chers que ceux qui sont disponibles sur le territoire américain. Vous voyez le reportage dans le Vermont d'Isabelle Bechler et Édouard Perrin. 43 millions d'Américains n'ont pas d'assurance maladie et bien des gens du 3e âge ne sont pas remboursés de leurs médicaments. Comme leur prix ne cesse de grimper, des gens comme Pauline, 73 ans, ne savent comment faire face. Rien que pour moi, j'en suis à 480 francs par semaine. Pour des retraités à revenus fixes, on n'a pas vraiment à se plaindre, mais c'est dur d'avoir à mettre tout le superflu dans l'achat de nos médicaments.
Les personnes âgées vont peser dans l'élection. Plus conservatrices, elles pourraient quand même voter démocrate pour des raisons sociales. On serait tenté de voter démocrate, Al Gore à la présidence. Je vais me battre pour vous, pour que vous ayez de meilleurs remboursements médicaux. Et ça, pour toutes les personnes âgées. On va réduire les prix et se battre pour plus d'égalité des soins. Heureusement pour Pauline, son nouveau médecin lui a proposé d'acheter ses médicaments par correspondance au Canada voisin. Cette fois-ci, elle économisera 40% seulement. Mais certaines molécules coûtent jusqu'à 13 fois plus cher aux États-Unis. Gore s'est engagé à mettre en place un système de remboursement des médicaments pour toutes les personnes âgées. Je pense que le programme de Bush est plus limité. On va se baser sur un financement solide et faire que toutes les personnes âgées qui en ont besoin puissent acheter leurs médicaments. Le programme du candidat républicain ne prévoit cette couverture que dans 4 à 5 ans et milite surtout pour une assurance privée. Pauline pense que ce sera trop tard pour elle. Et si son mari tombe malade, ils seront obligés d'économiser de manière absurde. Le pire, c'est quand les patients n'osent pas me dire qu'ils ne prennent pas leurs médicaments. Ils les prennent quelques jours avant la consultation pour avoir l'air en meilleure forme. Mais oui, il y a des gens qui en sont là. Pauline a eu le courage de parler à son médecin, mais préférerait une solution nationale. Ceux qui n'osent pas, la nouvelle et tapageuse prospérité américaine les laissera sur le bord du chemin. Au dernier recensement de la population américaine, on comptait 273 millions d'habitants environ sur l'ensemble du territoire américain. Et il faut savoir qu'un résident sur 10 sur ce territoire est né à l'étranger. Il faut savoir aussi qu'un quota d'immigrés est fixé, 675 000 personnes chaque année. Les services de sécurité évoquent la possibilité qu'il y ait 300 000 clandestins environ. Et il existe une crainte dans la population américaine, dans la population blanche, la crainte de devenir minoritaire. C'est déjà le cas en Californie, au Nouveau-Mexique et ici même, à Washington. Mais dans d'autres États où ce n'est pas le cas, cette crainte existe bel et bien. C'est ce qu'ont pu constater Étienne Lénart et Steve Harper dans l'Iowa, un État du centre. Dans l'Iowa, à Marshalltown, la crainte vient de la population hispanique, de plus en plus nombreuse, de plus en plus intégrée. Depuis 4 ans, dans la petite ville de Marshalltown, c'est un miracle tous les dimanches. L'église, qui depuis des générations se vidait, est à nouveau pleine à craquer et la raison en est simple. En 4 ans, 5000 immigrants se sont installés ici. José Luis et sa femme, Cecilia, arrivés il y a 2 ans, baptisent ce matin-là Jacqueline. Leur fille est née à Marshalltown, elle sera citoyenne américaine. Je me débrouille à peu près pour parler anglais et demander ce que je veux. Ici, il y a du travail et je gagne mieux ma vie qu'au Mexique. Comme beaucoup d'autres, cette petite ville de l'Iowa, frappée de plein fouet par la crise agricole au début des années 80, s'est retrouvée en manque de main-d'œuvre depuis 10 ans pour accompagner la formidable croissance économique américaine. Alors on recrute à tour de bras et les politiciens locaux qui font campagne sur le bord de la route pour les prochaines sénatoriales se félicitent de ce mouvement de population. Le marché du travail est extrêmement tendu. Beaucoup de jeunes sont partis, attirés par des emplois mieux payés dans d'autres États. Nous avons besoin de cette main-d'œuvre et le seul moyen efficace, c'est l'immigration. Mais ici comme ailleurs, l'arrivée massive d'immigrants passe mal. Il y a encore 4 ans, les Anglo, les Américains blancs, représentaient 98% de la population. Ils ne sont plus que 75%, et s'ils accueillent volontiers cette main-d'œuvre providentielle, certains font de la résistance. Une association tente même de faire passer une loi pour que l'anglais soit reconnu langue officielle, et ce jour-là, l'émoi est grand dans la communauté sud-américaine. Avec ce projet de loi, pour que l'anglais soit la seule langue, il va y avoir une augmentation du racisme. Si ces gens-là viennent ici pour une vie meilleure, pour de meilleurs salaires, alors, bon sang, qu'ils parlent la langue que nous parlons. En espagnol plutôt qu'en anglais, la Vierge de Guadalupe protégera sans doute encore longtemps les habitants de Marshalltown. Doucement mais sûrement, les immigrants d'Amérique latine font des États agricoles du Middle West américain leur nouvelle terre d'accueil.
La Cour suprême des États-Unis, c'est l'instance majeure dans la Constitution américaine. Or, c'est l'un des enjeux de la bataille électorale, car le futur président des États-Unis pourrait bien être amené à nommer 3 des 9 juges de cette Cour suprême, 3 d'entre eux pour des raisons de santé quitteraient ce poste, où pourtant ils ont été nommés à vie et sont non révocables. Or, cette Cour suprême est amenée souvent à trancher sur des faits de société. Je pense au droit à l'avortement, mais aussi à la peine de mort. Si la criminalité globalement aux États-Unis a baissé, la peine de mort est en hausse. Et c'est le Texas qui détient le record des exécutions, le Texas de George Bush. Le Texas où Marisburgo et Emmanuel Beck se sont rendus, à Huntsville très précisément. Le Texas où un juge s'interroge sur l'équité du système. Le Texas où des enfants jouent avec de terribles symboles. Cette jeune Américaine aurait pu choisir le flipper. Elle a spontanément préféré la chaise électrique. Les vibrations envoyées par les poignées de métal sont évidemment très légères, mais elles suffisent pour effleurer l'ultime frisson du condamné à mort. Au Texas, le châtiment suprême est une telle banalité qu'on s'en amuse. Mais loin du monde virtuel des salles de jeu, il y a une mère de famille dont le fils a été exécuté en janvier dernier. Sa culpabilité ne faisait aucun doute. Mais ce couple d'enseignants est aujourd'hui convaincu que leur fils a été très mal défendu. L'avocat commis d'office traitait sa première affaire criminelle. J'aurais bien aimé pouvoir payer un bon avocat, parce que le résultat aurait été forcément différent. Je crois qu'avec un avocat réputé et expérimenté qui aurait employé des experts et des témoins, on aurait pu prouver que Larry était un malade mental. Alors cette femme se bat contre cette justice basée sur l'argent. Aujourd'hui, elle va devant la prison de Huntsville. Un détenu y sera exécuté à 18 h. Car les échos des récents rapports accablants sur les failles du système n'ont visiblement pas franchi les murs de cette prison. Avocat inexpérimenté, enquêteur négligent, ce sont ces dérives que dénonce aujourd'hui Bill Vance. Ce juge est en campagne électorale. Au Texas, les magistrats sont élus au suffrage universel le jour de l'élection présidentielle. Le Texas soutient de manière tellement forte la peine de mort que quelqu'un qui serait contre ne pourrait pas gagner. Le choix est de savoir si l'on essaie de trouver un système plus juste ou si l'on continue cette justice uniquement orientée vers le châtiment suprême. Je ne me pose pas question sur la peine de mort, mais sur l'équité de la justice. On est donc encore loin du débat de fond sur la peine de mort. Il est maintenant 18 h à Huntsville. Un homme vient d'être exécuté dans une quasi-indifférence. Et Madame Robinson reviendra, car 4 exécutions sont programmées en novembre. Si le corps du condamné n'est pas réclamé par sa famille, il sera enterré ici dans le cimetière de la prison, la lettre X devant le matricule pour signifier qu'il fut exécuté. 200 ans de Maison Blanche, 200 ans d'attrait aussi touristique. À l'intérieur de la Maison Blanche, un homme a passé 2 ans auprès du président Clinton, c'est Philip Gordon. Bonjour Philip Gordon, vous occupiez des affaires européennes. Auparavant, juste une question. Nous sommes surpris, nous Français ou nous Européens, que le débat sur la peine de mort ne soit pas l'un des débats de la campagne électorale. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de débat sur la peine de mort et c'est simplement parce qu'il n'y a pas de différence entre les 2 candidats. On en a parlé pendant le débat entre les 2 candidats. Ils se sont tous les 2 prononcés pour, et c'était la fin de la discussion. Et le fait que les États-Unis soient entre l'Iran, la Chine ou l'Arabie Saoudite sur les pays qui pratiquent la peine de mort ne vous choque pas et ne choque pas l'Américain? Si, c'est vrai que ça choque d'être classé parmi ces pays-là, c'est vrai. Mais sinon, il y a toujours une majorité d'Américains qui soutiennent cette idée. Il y a un débat sur les erreurs judiciaires, il y a un débat sur la peine de mort pour les mineurs, mais sur le principe de punir des criminels avec la peine de mort, il n'y a pas vraiment de débat. On peut être étonné qu'après 8 ans de Maison Blanche avec les démocrates, avec un bilan économique et social très positif, le taux de chômage est très bas, ça ne soit pas une promenade de santé pour Al Gore. Comment l'expliquez-vous? C'est une bonne question et je pense que c'est parce qu'il y a deux héritages de Clinton, 2 bilans. Il y a le bilan dont vous parlez, la réussite fantastique économique,
et le fait que le pays est en paix, etc., normalement, on pense élire le vice-président. Mais il y a l'autre bilan Clinton, c'est-à-dire les scandales, l'affaire Monica, les scandales de financement du Parti démocrate. Et donc, c'est la tension entre ces deux bilans qui pose le problème pour Al Gore. Est-ce que, d'après vous, l'Europe a des choses à craindre ou à espérer de l'un des deux candidats? Je pense qu'il y a plus d'incertitude du côté de George Bush. Avec Al Gore, on connaît la personne, il est vice-président depuis 8 ans, et il y aurait la continuité avec l'administration Clinton. Avec George Bush, il y a beaucoup plus de questions. C'est vrai qu'il a des conseillers, mais lui-même n'a pas d'expérience. Et on peut se demander s'il retirait les troupes américaines des Balkans, comme il en avait parlé, s'il déploierait un système de défense antimissile et créer un conflit avec les Russes, etc. Donc c'est du côté de M. Bush qu'on peut poser des questions. Merci Philippe Gordon. Alors il n'y a pas seulement depuis quelques heures des Américains qui votent pour élire leur président des États-Unis, mais il y a aussi des Américains qui votent, les mêmes d'ailleurs, qui votent pour élire des juges, des gouverneurs, des shérifs. Et puis il y a 202 référendums. Nous en avons retenu un, c'est à San Francisco. San Francisco, une ville de plaisir, de création, d'artistes. Et là, San Francisco est en train de voir son mode de vie se modifier en raison de la nouvelle économie qui explose, la création d'entreprises start-up, comme on dit. Tout ça, les habitants de San Francisco s'inquiètent. Donc référendum pour savoir s'il faut continuer ce type de développement. Le reportage est de Maryse Burgot et d'Emmanuel Beck. Leur ennemi s'appelle Internet. Ils vivent à San Francisco et manifestent aujourd'hui contre l'invasion des sociétés de l'Internet. Sitting, distribution de tracts, c'est la mobilisation générale. Lui est acteur, elle est professeure, un couple, un rien bohème, pour qui habiter à San Francisco est avant tout un art de vivre. Eux aussi sont entrés en guerre contre l'Internet. Ils sont ici pour le fric, pour l'argent. Et ils n'aiment pas la ville, la personnalité de la ville. Les bâtisseurs du Golden Gate n'imaginaient évidemment pas qu'un jour un nouveau monde nommé Internet s'approprierait la ville. Car les sociétés du multimédia n'ont plus assez de place dans la Silicon Valley. C'est donc maintenant au cœur des anciens quartiers de San Francisco qu'elles s'installent, faisant flamber les prix de l'immobilier. Voici par exemple Listen.com, installé depuis 6 mois dans cette ancienne manufacture. 2 ans d'existence et déjà 160 salariés. Spécialité, la musique sur le net. Ça marche, c'est fortement créateur d'emplois et de richesses. C'est l'image de la prospérité des États-Unis. Les entreprises de l'Internet ne sont pas parfaites, elles pourraient faire mieux, mieux coopérer avec la population, mais je pense qu'empêcher ou ralentir cette croissance serait très négatif. Aujourd'hui, ce jeune couple votera pourtant contre le développement à outrance des sociétés de l'Internet. Car en ce jour de présidentielle, la ville organise aussi un référendum sur ce sujet, histoire de départager une population divisée. Je me retrouve en compétition quand je cherche un appartement avec des gens qui viennent d'arriver ici. Ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils occupent ces emplois nouveaux de l'Internet. Et moi qui suis là depuis 6 ans, je n'ai aucun droit. L'inflation des loyers a déjà fait fuir une certaine catégorie de la population, entre autres les artistes qui ont pourtant fait la réputation et l'âme de cette ville. Entre les richesses de la nouvelle économie et celles du passé, San Francisco cherche aujourd'hui le juste milieu. Une économie américaine qui va bien, Étienne Lénart, là, en conclusion de cette édition spéciale. Au fond, c'est comment se répartir les fruits de la cagnotte, expression très française. Est-ce que Bush et Gore sont d'accord? Pas vraiment. C'est vrai que toute la campagne, les 6 derniers mois de la campagne ont été axés sur ça. Comment essayer de faire profiter le pays de tout cet argent qui, depuis 8 ans, depuis le début des années Clinton, en fait, afflue en Amérique grâce à la croissance. Et on a l'habitude de dire que ce soit Bush ou Gore, ça ne changera rien. Et en fait, on se rend compte en étudiant les programmes que sur l'économie, par exemple, M. Bush veut de fortes réductions d'impôts, M. Gore n'en a pas parlé, il veut d'abord réduire la dette nationale. Sur l'éducation, ils ne sont absolument pas d'accord, leurs programmes divergent. Sur l'avortement, par exemple, M. Bush est pour le choix des femmes, M. Gore est pour le choix des femmes, M. Bush est contre. Et donc on se rend compte que finalement, selon qui sera élu demain, certes la face des États-Unis n'en sera pas changée, mais il y aura des différences, surtout si le président élu peut s'appuyer sur un congrès qui sera de sa majorité
Et on verra ce soir donc si c'est le cas avec cette élection qui reste un suspense impressionnant. C'est là, je crois, une grande première depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Nous allons en parler évidemment tout au long de cette nuit. Auparavant, je vous rappelle l'actualité que Benoît Duquesne avec toute l'équipe de rédaction de France 2 a développée depuis Paris, à savoir l'actualité concernant de nombreuses municipalités qui ont décidé de la suppression de la viande de bœuf dans les cantines scolaires et l'intervention solennelle du président Chirac depuis l'Élysée. Le chef de l'État a demandé l'interdiction des farines animales dans les plus brefs délais. Voilà, nous nous retrouverons après le journal de la nuit à 1h du matin qui vous sera présenté par Laurence Piquet. Je vous donne rendez-vous à 4h du matin, et oui, pour un Géopolis spécial sur New York. Et puis à partir de 4h50, avec Étienne Lénard, nous serons en direct depuis New York pour vous faire vivre le dépouillement de ces élections présidentielles américaines. Sans doute sera assez long d'ailleurs, car on ne sait pas très bien qui de Bush ou Gore va l'emporter. Donc à partir de 4h50, en direct sur France 2, les élections américaines depuis New York, avec très nombreux invités, des duplex dans plusieurs lieux des États-Unis pour vous donner ce résultat des élections présidentielles 2000. Et puis on se retrouvera aussi pour une édition spéciale demain à 20h depuis New York. Bonsoir, merci.